Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des livres que j'ai lus pour le mois d'avril. Et il y en a quand même 8, je crois. Donc, sans plus attendre, commençons avec cette petite update lecture et les premiers livres que j'ai lus. Parce que tout a un contexte. Au mois d'avril, j'étais en vacances. Du coup, je suis partie en vacances avec mes parents en Bretagne. Voilà, pas loin de chez moi, 45 minutes de chez moi. Et c'était très chouette. Et du coup, j'ai pu enchaîner pas mal de livres quand même pendant ces petites vacances très chill. On va commencer par les tomes, là je vous montre le tome 1 mais ça va être les tomes 2 et 3 de Wayward Pines. Donc j'ai fini cette trilogie de Blake Crouch que j'avais commencé à l'été 2024. Wayward Pines, du coup, c'est l'histoire de l'agent fédéral Ethan Burke qui est envoyé dans cette petite ville de Wayward Pines, je crois que c'est l'Idaho, oui c'est l'Idaho, voilà, parce qu'il y a une de ses anciennes collègues qui a disparu là-bas et donc il est chargé d'enquêter, mais cette ville est très étrange. Cette ville est très étrange et une fois qu'on y est, il est très difficile d'en sortir. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Voilà, il y a le côté thriller, il y a le côté science-fiction aussi. C'était très chouette parce que du coup j'ai lu cette trilogie avec ma soeur. J'ai acheté le premier tome, je l'ai lu, je lui ai passé. Ensuite elle a tellement adoré qu'elle s'est acheté les tomes 2 et 3 et je lui ai emprunté ces tomes pour pouvoir les lire. J'ai plutôt été satisfaite de la fin. Voilà, que j'ai trouvé vachement bien. Ça se dévorait. Par contre effectivement, je suis là en mode... Les personnages féminins ultra sexualisés. Seulement là pour en rapport avec le personnage principal masculin. Enfin... C'est là où je me dis, ouah, je lis plus beaucoup de livres comme ça, et un peu mainstream, écrits par des hommes, parce que vraiment ça m'a dérangée quand même. J'étais là, je lisais le truc, je faisais, ok, on a compris, c'est bon, tu peux t'arrêter. C'est quand même très solide côté mystère, science-fiction, etc. Et je le recommande à tout le monde. Voilà. En vrai, un peu plus de gore peut-être dans ce tome 3, mais globalement je pense que ça pourrait plaire à pas mal de personnes. Je crois que ma soeur va le filer à ma grand-mère. Donc bon, on verra ce qu'elle en pense. Ensuite, je suis restée dans la science-fiction avec un livre que j'avais hyper hâte de découvrir, c'est The Ministry of Time de Kaliane Bradley. Dans ce livre, on va suivre une narratrice qui n'a pas de nom en fait, qui est chargée de s'occuper, d'être la liaison entre le ministère et un expatrié du temps. Qui est le commandant Graham Gore, voilà, qui s'appelle 1847 parce que c'est un explorateur polaire victorien. Et du coup dans cet univers le voyage dans le temps est possible, on vient de le découvrir en fait, et donc pour voir un peu comment le corps réagit au voyage dans le temps, etc., on ramène des personnes, quelques personnes, je crois qu'il y en a 6 ou 7 expatriés, du coup c'est comme ça qu'ils les appellent, qui vivent dans des endroits prévus par le gouvernement avec des agents du gouvernement qui viennent d'être recrutés, qui sont là pour plus ou moins les surveiller, plus ou moins voir qu'ils s'acclimatent bien, etc. Et évidemment il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer. Il va y avoir une relation, en fait, un attachement qui va se créer entre les deux parce que ils vivent ensemble pendant un an, et en fait du coup notre narratrice c'est un peu quand même la bouée de sauvetage au début de notre fameux expat, mais au fur et à mesure ce qui va être chouette c'est que ça va pas être juste moi je vais t'apprendre des trucs et puis voilà, il y a une relation un peu prof-élève qui se déclenche, une formation, enfin une relation assez descendante finalement. Ils vont s'apporter plein de choses, il va y avoir énormément de discussions sur le racisme, sur la discrimination positive, enfin vraiment j'ai trouvé que c'était un des aspects les plus intéressants du livre, qui a fait que pour moi ça fonctionnait aussi très bien. C'était toutes ces remises en question sur le colonialisme, sur le racisme, etc. Et puis on va avoir aussi au bout d'un moment une discussion quand même qui remet en question ce qu'on fait vivre à ces gens, parce que techniquement on les sauve, parce qu'en fait c'était des gens qui étaient censés décéder et on les sauve in extremis pour pas trop agir sur le temps. Voilà, sur la trame des choses. Et on va avoir aussi toute une discussion autour de ça. Très sincèrement, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Ça avait été recommandé par Amy, enfin moi en tout cas je l'avais vu sur la chaîne de Amy.
qu'il avait adoré, qu'il avait mis dans ses meilleures lectures de 2024 et je comprends pourquoi. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont détesté et personnellement, du coup, comme vous avez pu le comprendre, je l'ai absolument adoré. J'ai adoré la romance, j'ai adoré l'aspect science-fiction, j'ai adoré l'aspect voyage dans le temps, j'ai adoré toutes les discussions qu'il y avait autour, voilà, racisme, colonialisme, tout ça, l'éthique en fait de ce genre de procédé. Et la fin m'a vraiment déchiré le cœur. Ce que j'ai envoyé à des copines lectrices, c'est que j'avais l'impression d'être passée dans une machine à laver d'émotion, d'avoir vraiment fait le grand 8 de m'être dit et en fait là il va se passer ça, mais non en fait il se passe ça, mais donc pour moi il y a eu quand même pas mal de retournements de situation qui ont fait que c'était une excellente lecture et j'ai passé mon temps à souligner des citations, à voilà faire à mettre des petits cœurs à côté, à faire un code couleur, tout ça, et vraiment j'ai beaucoup aimé. Ensuite je me suis dit que j'allais me mettre un livre que on m'a offert à mon anniversaire l'année dernière et que je n'avais toujours pas lu. Enfin bon, en général je suis mauvaise pour lire les livres qu'on m'offre, mais là je me suis dit qu'il était temps, je cherchais un petit livre à caser entre du coup ces vacances là et mon voyage ensuite, donc j'étais là en mode il me faut un truc court et c'est pour ça que j'ai lu le premier tome de Death Note du coup, qui m'a été offert par un bon copain qui avait envie que je découvre le manga parce qu'on joue au jeu dérivé du manga, en fait on joue en groupe, mais moi effectivement je connais pas l'histoire de base, donc même si maintenant je connais un peu par le jeu, c'était quand même assez chouette de découvrir l'histoire du coup de Light, un lycéen qui découvre le carnet d'un des dieux de la mort et qui va essayer de l'utiliser pour dans sa tête faire le bien, c'est-à-dire se débarrasser de la criminalité. Et assez rapidement quand même la police du monde entier se rend compte qu'il y a plein de criminels qui meurent et ils sont là, il se passe quand même quelque chose, voilà. Et donc on va avoir un duel sans merci qui s'engage entre Light, le justicier, et elle, un mystérieux enquêteur, ou du coup qui ne montre, qui ne donne pas son vrai nom, qui ne montre jamais son visage, en tout cas pas dans le tome 1. Ce qui fait que Light ne peut pas se débarrasser de lui avec le Death Note, c'est fort pratique. Voilà, et en fait il va y avoir un jeu de chat et de souris, mais aussi un vrai jeu psychologique qui va se jouer entre les deux. Et la scène de fin du tome 1, j'étais là en mode ok, c'est prometteur, ça laisse penser que effectivement ça va pas être si facile que ça de retrouver Light. Voilà, et ce qu'il faut savoir c'est que quand on joue au jeu de Death Note, je suis à 90% je suis Light. Voilà, on tire les cartes au hasard et je tombe toujours sur Light. Donc maintenant au moins je comprends sur qui je tombe. Du coup, après cette fameuse semaine de vacances extrêmement reposante, je suis ensuite partie en voyage. Et donc pour la première fois depuis 3 ans, j'ai dû reprendre l'avion. Sachant que je ne prenais plus l'avion pour raison écologique, mais aussi parce que je n'aime pas l'avion. J'ai peur de l'avion. Donc j'étais un petit peu en stress, hein, comme à chaque fois que je dois prendre l'avion. Et donc je me suis dit que j'allais écouter un livre audio. Et ce qui était chouette, c'était que mon livre audio faisait exactement le temps du vol, et donc j'ai écouté I Want to Be Where the Normal People Are de Rachel Bloom, qui du coup est la créatrice et actrice principale aussi de la série Crazy Ex-Girlfriend, qui a été une série qui m'a beaucoup marquée dans mes années jeune adulte. Voilà, qui avait beaucoup d'humour, mais aussi qui parlait de sujets hyper profonds. Enfin, sur la santé mentale, sur le fait de trouver sa place dans la société, tout ça. J'ai retrouvé un peu cet humour un peu grinçant à certains moments qu'il y avait dans la série, qui est un peu la patte de Rachel Bloom. Aussi, ce qui était assez cool, c'était que le livre était narré par elle, du coup, le livre audio. Donc ça, c'était très chouette. C'est un mémoire, voilà. C'est de la non-fiction sur sa vie, sur ce qu'elle en a tiré, etc. de certaines leçons. Très chouette comme livre audio. Voilà, je sais pas ce que vous en retirez si vous ne connaissez pas Rachel Bloom, si vous n'avez pas vu Crazy Ex-Girlfriend, qui est une série que je vous recommande d'ailleurs, mais en tout cas c'était plutôt chouette. Je me suis quand même fait le plaisir de relire This is How You Lose the Time War de Max Gladstone et Amal El-Motar, puisque je l'avais mis dans le bingo que je fais avec des copines, et du coup il fallait un livre écrit à 4 mains ou plus, donc je me suis dit que j'allais relire un de mes livres préférés, qui est donc une histoire d'espionnes. Il y a Rouge et il y a Bleu qui sont des espionnes pour des factions différentes, et il y a aussi du voyage dans le temps, parce que j'étais vraiment en mode science-fiction, time travel, tout ça. C'était vraiment mon délire au mois d'avril. C'est 2 espionnes qui vont se laisser des mots finalement à travers le temps, et qui en fait sont pas du tout dans les mêmes factions. Donc quand il y en a une qui est envoyée pour arrêter l'autre, l'autre a déjà disparu d'un autre endroit du temps, etc. C'est très chouette, et en fait au fur et à mesure elles vont lier
elles vont se lier en fait, tout simplement, d'amitié, d'amour, un lien super puissant qui va transcender beaucoup de choses et transcender aussi le fait que en théorie elles sont ennemies. C'est toujours aussi poétique, c'est toujours aussi beau. J'avoue que j'ai été ravie de redécouvrir cette novella. À nouveau, j'ai écrit dedans, j'ai souligné, etc. Et c'est juste un de mes livres préférés. Et je vous le recommande. Voilà, je sais pas du tout ce que vaut la traduction française. Je l'ai offert à pas mal de mes amis. Et personne ne l'a lu. Pas encore. Donc je suis là en mode, eh oh, pourquoi vous passez à côté de ce chef-d'œuvre incroyable, même si je sais qu'il y a des gens qui sont pas rentrés dedans. Parce que c'est quand même assez particulier. Mais pour moi, c'est un des meilleurs livres jamais écrit. Parce que, pas de pression, hein. Absolument pas de pression, tout va bien. Ensuite, un livre que du coup je n'ai pas choisi moi-même mais que j'ai lu pour le book club qui se passe à la librairie de Little Bookshop, qui est la librairie anglophone à Rennes. On a Glorious Exploit de Ferdia Lennon. On va être en Sicile en 412 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est la guerre du c'est les guerres j'imagine même du Péloponnèse. Donc on va avoir deux personnages, Lampo et Gellon, qui sont des mecs plutôt basiques qui vivent à Syracuse, voilà, et qui vont décider Gellon va vouloir monter une pièce de Euripide, il veut monter Médée et ensuite la dernière pièce qui est sortie parce qu'en fait il se dit qu'il aura peut-être jamais l'occasion de voir cette pièce monter sur scène si Athènes tombe. Parce que là du coup Athènes a essayé d'attaquer Syracuse et au bout d'un moment ils se sont mis à perdre et donc en fait ils vont essayer de monter une pièce de théâtre avec des Athéniens qui sont enfermés dans des carrières voilà, de pierre et qui sont laissés là majoritairement à mourir de faim. Voilà, avec les rats, avec les intempéries, c'est assez horrible. Voilà, donc vraiment les premières pages, on m'avait promis un livre avec beaucoup d'humour. Et moi j'étais là, mais où est l'humour? Où est le rire? Parce que quand même on est sur des personnes qui sont parquées dans un endroit clos, qui meurent de faim et qui sont un peu là par et pour le bon vouloir des gens de Syracuse. Et j'étais là en mode, oh, ça touche un petit peu trop une corde sensible, et un truc de l'actualité, n'est-ce pas? La Palestine, coucou. Et donc vraiment j'ai eu beaucoup de mal au début et bah les personnages sont assez antipathiques parce qu'en fait ils remettent pas du tout en question le fait que les Athéniens sont là en train de mourir de faim. Ils se disent juste c'est quand même fort pratique qu'on ait des Athéniens sous la main, comme ça on va pouvoir monter notre pièce sans avoir à payer des comédiens. Et je suis là genre super. Incroyable. Ça va parler du pouvoir transformateur des arts et du théâtre, ce qui est un sujet qui m'intéresse. On va aussi avoir du coup un homme très basique, très voilà, très lambda, très normal, qui est donc Lampo, pas particulièrement brillant, pas particulièrement beau, enfin vraiment il a pas grand chose pour lui finalement. Et du coup on va l'avoir lui qui commence à se lier d'amitié avec un Athénien, qui va aussi tomber amoureux d'une esclave. Et donc ça va changer un petit peu sa vision du monde. Je suis même pas sûre que ça change sa vision du monde autant que ça change le fait que lui il se dit bah en fait c'est mon ami, j'ai pas envie qu'il meure donc en fait je vais essayer de l'aider. Elle c'est la meuf que j'aime donc en fait j'ai plus envie qu'elle soit une esclave. En vrai il ne remet pas vraiment en question les systèmes d'oppression qui sont en place, mais en tout cas il est capable de montrer de la décence humaine. Voilà, il est capable de se dire bah c'est pas normal quand même que mon pote meure de faim. Au début c'était une lecture assez compliquée, j'étais là en mode les personnages sont antipathiques au possible. La manière dont c'est écrit, apparemment c'est un auteur irlandais qui du coup utilise beaucoup de lingo irlandais, etc. J'étais là en mode, donc j'étais un peu, je trouvais ça un peu bizarre parce qu'on était dans l'Antiquité mais en même temps ça parlait avec une espèce de, enfin à moitié irlandais et tout. Bon, j'ai trouvé ça intéressant d'en discuter en club de lecture et d'échanger nos points de vue et de voir comment ça avait été reçu, comment telle scène avait été reçue, etc. C'était super riche comme club de lecture et comme discussion, donc voilà, ça a provoqué beaucoup d'émotions, de pensées, etc. Et la fin m'a un peu soufflé. Voilà, il y avait aussi un plot twist que j'avais pas du tout vu venir, donc je vous dirais que je vous le recommande quand même, mais il faut avoir le cœur un peu bien accroché et ne pas s'attendre à ce que ce soit un livre ultra humoristique. Parce que ce n'est pas un livre humoristique. Non, 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 enfin pas pour moi. Et on va finir avec Great Big Beautiful Life de Emily Henry, qui est donc le nouveau Emily Henry,
qui est sorti il y a quelques jours et évidemment, bien sûr, je me suis ruée dessus. C'est la 6e romance adulte qu'elle publie et c'est un livre un peu différent de ce qui avait été pitché. Ce qu'on nous pitch, c'est que du coup, on a une héritière qui est recluse depuis des années sur une petite île. Et on va avoir deux auteurs, enfin deux journalistes qui vont venir pour avoir peut-être l'opportunité d'écrire le livre sur sa vie. Sachant que c'est une héritière d'une famille extrêmement puissante, qui a été des manias de l'information, qui avait beaucoup de journaux. De base, ils étaient dans les mines, ensuite il y a eu les journaux, ensuite il y a eu Hollywood à un moment, bref. Voilà, donc ils avaient un petit peu touché à tout, ils avaient une fortune énorme et elle a disparu de la surface depuis 20 ans. Et nos deux journalistes, on a un gars qui est un peu arrogant, qui n'a pas l'air très sympa comme ça, mais qui est très beau évidemment, qui a gagné un prix Pulitzer pour un livre qu'il a fait avec un grand musicien qui est en train de perdre la mémoire. Et nous, notre personnage principal, ça va être Alice, qui est journaliste. Ses deux parents aussi étaient journalistes, donc elle vient d'une grande famille de journalistes. Elle fait des papiers qu'elle trouve intéressants, mais elle n'a pas encore eu de gros succès en fait journalistiques. Et là elle se dit ok, c'est mon moment, time to shine. Évidemment ils vont être en compétition pendant un mois, voilà, pour discuter, pour voir leurs deux approches différentes, et à la fin du mois elle choisira avec qui elle fera le livre. Évidemment c'est un Emily Henry, donc en fait il y a une romance entre ces deux là. Et mais effectivement je pense que là où les gens ne s'attendaient pas à ce que ça prenne autant de place, c'était qu'il y a aussi une sorte de mystère autour de Margaret, du coup Margaret Ives, qui en fait va raconter l'histoire de sa famille, l'histoire de sa vie. Et donc on a beaucoup ce côté interview, ce côté retour en arrière, les deux personnages qui discutent, etc., qui fait énormément penser à Taylor Jenkins Reid, avec particulièrement The Seven Husbands of Evelyn Hugo. J'avais l'impression qu'on était dans une romance de Ellie Hazelwood, avec un mec grand qui est là, qui est grincheux, qui est là, et du coup ce côté interview et recherche qui faisait un peu penser à Taylor Jenkins Reid. Au fur et à mesure que la romance et que leur relation se développait, je sentais beaucoup plus Emily Henry, je l'ai retrouvée, j'étais là en mode ok non, il n'y a pas Ellie Hazelwood, c'est elle, etc. Je sens vraiment sa patte dans la romance. Par contre il y avait toujours ce côté où j'étais là en mode... cet aspect historique, cet aspect on essaye de chercher le secret de famille, etc. M'a perturbée dans le sens où j'avais pas l'impression que c'était elle, alors qu'en fait elle a absolument le droit d'écrire autre chose, et que Taylor Jenkins Reid, même si elle a eu un énorme succès avec The Seven Husbands of Evelyn Hugo, c'est pas la première personne qui fera ce type de narration, c'est pas la dernière personne qui le fera non plus, mais c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas moi dans mon imaginaire c'est vachement ancré quand même, que c'est elle qui a lancé un petit peu cette trend. Mon avis, c'est que j'ai plutôt bien aimé. J'ai plutôt été cueillie par la romance, que j'ai trouvé extrêmement mignonne, extrêmement saine. J'ai beaucoup aimé les personnages en individuel. J'aimais beaucoup la manière dont ils discutaient en fait. J'aimais beaucoup le fait qu'on en apprenne plus sur leur famille. Le côté recherche historique, le côté secret de famille, moi me plaît bien parce que effectivement j'ai lu The Seven Husbands of Evelyn Hugo et je l'ai beaucoup apprécié. Du coup il y avait vraiment tous les éléments pour que ça me plaise énormément, et c'est vrai que ça m'a plu. Je peux pas dire que c'était un immense coup de cœur. C'est vrai que je pense que c'est intéressant pour elle de pouvoir s'essayer à autre chose en adulte, parce qu'elle avait déjà écrit des livres young adult et middle grade je crois. Mais en tout cas en adulte c'est vrai que je pense que peut-être elle en a marre et qu'elle a envie peut-être de se détacher un petit peu du côté romance pure. J'entends les critiques, je peux comprendre que des personnes qui sont venues seulement pour de la romance se disent j'en ai rien à foutre d'entendre toutes les interviews de Margaret, toute sa famille, son grand-père, son machin, etc. Moi c'est un aspect qui m'a plutôt plu, mais il manquait un petit lien, un petit truc qui fasse que ça aurait été vraiment un coup de cœur. Voilà, c'est une bonne lecture, mais pour l'instant dans mon cœur rien ne détrônera Happy Place de cette autrice. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu au mois d'avril, voilà. Si vous avez regardé juste ici, n'hésitez pas à mettre une petite soucoupe volante en l'honneur de la science-fiction. Et si vous avez des recommandations en science-fiction que vous avez lues récemment, même si là je sens que je vais sortir de mon envie de science-fiction et aller vers de la fantasy, je pense qu'on se dirige vers ça. Il n'est pas impossible que je reste quand même dans un bon mood science-fiction pour encore quelques semaines, donc n'hésitez pas à me faire part de toutes vos petites recommandations. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao.